que vous vendez, je vous donnerai suffisamment d'éléments précis sur le fondamental et sur le technique pour que vous ayez tous les outils en main pour prendre une décision. Donc voilà un petit peu les projets à venir pour les semaines et les mois à venir chez Saxo Bank. Merci Alexandre. Benoît, alors, deux questions en une. Donc, quel est le thème, enfin, le cœur vraiment de l'ouvrage? S'il fallait retenir une seule chose, ce que tu considérais qui est vraiment différent des autres, vraiment qui fait ta spécificité, qui sera utile dans ce livre-là, et également quels sont tes projets, tes futurs projets, un autre livre, on en est déjà à la deuxième édition, est-ce qu'il y en aura une troisième ou un autre livre différent, et peut-être des séminaires dans toute la France? Alors, il y a une rumeur de marché qui dit qu'il serait bientôt épuisé. Précipitez-vous. Non, sans faire de manipulation de cours, effectivement, on en est à la deuxième édition et bon, c'est une remise à jour, notamment avec ce qui s'est passé sur la crise, les nouvelles volatilités, les nouveaux enjeux, notamment avec le yuan qui pointe le bout de son nez et qui un jour peut-être sera tradable par les particuliers, en tout cas je l'espère. Mais certainement ça devrait intervenir dans les années, hein, c'est une question d'années maintenant. Donc voilà, le cœur de l'ouvrage, c'est vraiment les spécificités, comment intervenir sur ce marché. Donc comment intervenir en étant mieux armé, c'est-à-dire si vous comprenez ce qu'est un lot, si vous comprenez ce qu'est un appel de marge, une marge, ce qu'est le spread, si vous comprenez également que c'est un marché qui est un marché d'équilibre, de ratio, et non pas un marché de valeur absolue comme le sont ceux des actions, par exemple, eh bien vous avez compris beaucoup de choses sur le Forex. Et tout ça a été expliqué dans le livre d'une certaine façon, qui n'est pas indigeste, mais bien une façon pédagogique de présenter les choses, voilà, pour que vous puissiez ensuite partir mieux armé, affronter les courbes du Forex. Alors, sur les projets à venir, évidemment une troisième édition lorsque la seconde sera épuisée, mais au-delà de ça, comme c'est une introduction et que c'est un petit peu finalement l'équivalent d'une entrée dans un menu, effectivement, et comme les retours sont plutôt positifs et m'encouragent à rédiger un second ouvrage, notamment sur la partie méthode, sur la partie stratégie, sur la partie comment développer de A à Z, en quelque part, une méthode qui fonctionne sur le Forex, dit autrement, quelle est ma méthode? Eh bien, effectivement, je suis sur l'ouvrage d'un second, voilà, en guise de plat de résistance, qui sera complémentaire de celui-ci, qui ira au-delà, et qui ne reprendra pas toutes les notions d'introduction qui sont présentées ici, mais bien aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire la stratégie, la méthode. Et ça, j'espère vous le présenter, bien, si tout va bien, peut-être au salon de l'analyse technique en mars prochain. Voilà, si tout va bien, on croise les doigts, parce que écrire un livre, à lire, ça met... vous pouvez mettre une journée ou deux, vous pouvez même mettre 2 heures à la limite, mais écrire, ça met 1 an, ça met 2 ans. C'est extrêmement long. Donc voilà pour mon actualité. Une autre actualité, j'en ai parlé, mais je préfère le répéter parce que c'est vrai que c'est l'actualité immédiate, c'est la tournée de France avec UFX Market, qui donc de ville en ville, en tout cas si vous êtes dans une de ces villes, ou si vous êtes à Paris, on repasse à Paris, donc le bus va passer de ville en ville, voilà, pour des journées, des ateliers en fait avec l'UFX, tournée vraiment pratique en quelque part. Donc il y aura aussi un peu de théorie certes, mais il y aura de la pratique, essentiellement de la pratique, voilà. On connaît mieux vos livres. Avant de passer à Philippe également et de lui poser la même question, de savoir quel est le cœur de son ouvrage et quelle est son actualité. Donc juste un mot pour rappeler que ces livres, sauf celui-là qui est en rupture de stock, sont en vente sur les librairies Erol, donc vous pouvez l'acheter et le faire dédicacer immédiatement. Deuxième chose, tu as fait référence au salon de l'analyse technique qui sera donc, je le rappelle, les 22 et 23 mars prochains à Cardin. Et troisième chose, donc je vous ai dit hier, petit scoop, puisqu'on est sur le Forex, c'est vous expliquer qu'on fera une journée spéciale Forex, ça devrait s'appeler normalement Friday Forex, ou les duels de trading Forex, on est en train de réfléchir, et qui aurait lieu normalement le vendredi 24 mai. Donc fin mai, il y aurait une journée comme ça à Paris, mais ça serait que sur une seule journée. Et donc il y a déjà plusieurs brokers, mais uniquement Forex et énormément Forex. Et donc ça, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés parce que c'est un marché actuellement avec les difficultés qu'ont les marchés actions, les yo-yo répétés, etc. C'est vrai que beaucoup de particuliers se remettent au Forex parce qu'il y a toujours une tendance. Les marchés de Forex sont des marchés avec des fortes tendances assez claires. Pas tout le temps des tendances, mais avec forte tendance
sur lesquels on peut bien se positionner. Et quand il y en a un qui monte, il y en a un autre qui descend, on a toujours quelque chose qui bouge et c'est toujours relativement intéressant par rapport au marché action. Donc dès que le marché action sont soit assez erratiques, soit sont en tendance baissière, alors que la tendance baissière, on peut la jouer aussi sur les marchés actions avec les marchés de futurs, beaucoup de particuliers se remettent au Forex, et donc c'est pour ça que ça revient très fort en ce moment sur le Forex. Alors, juste un mot également, en plus de cette actualité du salon de l'analyse technique et de cette journée Forex spéciale fin mai, juste amusant, tu parlais du yuan. Alors, yuan ne se négocie pas, mais par contre, le dollar hongkongais, lui, se négocie, donc c'est pas loin du yuan. Donc, je reviens de Chine, ils sont très sympas, les gars. Là-bas, c'est vraiment de la folie, hein. Ça devient de la folie, que ce soit Shanghai ou Hong Kong, c'est vraiment très bien, très fort. Ils bossent comme des fous, ils vont nous ramasser à la petite cuillère. Hein. Et le yuan, etc. Et donc le dollar hongkongais, c'est amusant parce que là-bas, c'est des banques, c'est 3 banques qui le font. Ça, c'est un des dollars hongkongais, c'est 20 dollars hongkongais, mais c'est un des billets. Il y a 3 billets de 20 dollars. Il y a 3 billets de 20 dollars hongkongais. Il y a HSBC, je crois qu'il y a Citi, et puis il y en a une autre, et je ne sais plus les 3 autres, mais les 2 autres, mais c'est dollars hongkongais. Donc ça, c'était pour rebondir un peu sur ce que tu disais de manière amusante. Alors, tu voulais dire quelque chose ? Un mot sur le dollar hongkongais, effectivement, c'est un peu le précurseur de ce qui va se passer sur le yuan. C'est-à-dire que c'est une volonté en fait des autorités chinoises de faire en sorte de mettre, en tout cas, c'est une sorte de dress rehearsal, c'est une sorte de répétition quelque part de ce qui va se passer sur le yuan. Et donc on a actuellement sur le dollar hongkongais, effectivement, un cours flottant qui permet de tester un petit peu le marché. Et donc moi je vous invite à effectivement travailler cette paire qui est assez intéressante parce qu'on a des niveaux très clairs qui sont défendus par la Banque centrale tout simplement, donc on sait où placer nos stops. Voilà, on devrait. Alors Philippe, on revient sur ton livre. Donc quel est l'essentiel? Tu sais que moi j'ai pas beaucoup à lire. Qu'est-ce qu'on devrait retenir là-dedans qui est vraiment le cœur du bouquin, qui fait sa spécificité, sa différence vis-à-vis des autres? Et deuxième question en même temps, c'est quelle est ton actualité? Peut-être une 3e édition ou un autre livre ou un film peut-être? Un film pas encore. Je vais donc parler de mon livre, je vais parler du dollar de Hong Kong et du yuan chinois aussi, puisque vous en parlez. Donc mon livre, j'ai surtout voulu expliquer comment le marché des professionnels voyait les chiffres économiques, donc les impacts que ça avait sur les paires, notamment l'euro-dollar, hein, puisque à 90% c'est la paire qui est traitée par les traders individuels. Et j'ai aussi donc fait tout un paragraphe sur les banques centrales, notamment comment fonctionne la Réserve fédérale américaine, la BCE, les différences, hein, puisque chaque banque centrale est différente. J'ai aussi parlé notamment du yuan chinois et des paires de devises comme ça qui sont plus ou moins contrôlées comme le dollar de Hong Kong. Donc j'ai expliqué ce que c'est qu'un PEG par exemple, puisque la Banque centrale chinoise contrôle complètement sa monnaie. Alors maintenant, comme il disait, en fait c'est en train d'évoluer. Hein. Alors petit aparté, il y a un courtier qui autorise de traiter le yuan chinois, il est juste là, c'est Oanda. Donc vous pouvez traiter le yuan chinois. Alors en fait, leur référence, c'est le cours, comment on appelle, onshore. En fait, il y a 3 cotations du yuan chinois. Il y a le onshore, alors, comme en anglais, sur les rives, c'est-à-dire local. Donc là, les traders étrangers, ils n'ont pas le droit de traiter. Il y a le offshore, le yuan offshore, un CNY offshore. Là, il est traité, donc toutes les banques de la planète peuvent le traiter. Et alors en fait, c'est exactement comme un CFD. C'est-à-dire que quand vous achetez du dollar contre du yuan chinois, supposons que ça monte, hein, vous avez vendu le yuan chinois, vous allez racheter le yuan chinois en fait moins cher. Mais le résultat, on ne va pas vous le donner en yuan, on va vous le donner en dollars. En fait, il n'y a pas d'échange, mais ce marché offshore qui s'appelle les NDF, donc j'explique ce que c'est que les NDF dans mon livre, c'est un marché qui sert de couverture, hein, puisqu'une société comme Carrefour, quand elle crée des magasins en Chine, elle va faire des gains en yuan chinois et le jour où elle va vendre son magasin, tous ses actifs immobiliers, c'est en yuan chinois. Donc si jamais le yuan chinois baisse, je dirais, entre le moment où elle crée son magasin et le moment où elle le vend dans 10 ans, elle aura fait une perte. Hein. Et puis vous savez comme moi que les pertes ça évolue énormément et que 30-40% de moins-value ça peut se faire. Donc Carrefour par exemple va utiliser les NDF en yuan chinois pour se hedger. Depuis environ un an, il y a un autre marché, il y a le 3e type de cotation sur le yuan chinois, il y a le CNH. Hein, donc c'est le yuan chinois qui est coté à Hong Kong. Ça s'ouvre de plus en plus. La Chine, elle a conscience qu'il faut qu'elle s'ouvre. Donc petit à petit, elle dérégule son marché du yuan chinois. Donc le CNH, c'est complètement flottant. Donc c'est exactement comme une monnaie
comme l'eurodoll, c'est complètement flottant. Et beaucoup d'investisseurs sont en train de s'engouffrer dans ce marché. Notamment, il y a eu des émissions, je crois qu'il y a eu Carrefour justement, qui a essayé d'émettre des obligations en yuan chinois, donc via le marché à Hong Kong en CNH, qui est complètement délivrable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les problèmes de livraison de monnaie, puisque c'était ça le problème avec le yuan chinois, hein, c'est qu'on peut pas, si vous achetez, c'est comme au Maroc ou n'importe où, enfin des pays comme ça où il y a un contrôle d'échange, c'est-à-dire que vous pouvez donc investir en yuan chinois, mais le jour où vous voulez le vendre, ben on ne peut pas, ou alors, en fait c'est l'autorité, c'est la banque centrale chinoise qui ne veut pas, ou alors si elle veut bien, c'est-à-dire que c'est comme au Maroc, vous payez une taxe, hein, et une taxe qui est super forte. Hein, vous pouvez faire rentrer du fric dans le pays, mais pas en sortir. Donc il y a actuellement 3 cotations du yuan. Donc onshore, vous ne pouvez pas. CNH, c'est les professionnels. Et NDF, c'est les professionnels, mais ça s'ouvre. Hein. Et je vous dis, il y en a un qui vous le permet, c'est eux. Voilà. Alors le dollar de Hong Kong, là je rejoins ce qu'a dit Benoît. Alors c'est un peu le même principe, il ne faut pas oublier que Hong Kong c'est quand même la Chine, hein, donc derrière il y a une puissance de feu avec des réserves de change, c'est 300 milliards, c'est 290 milliards de dollars la réserve de Hong Kong, mais par derrière il y a les 400 milliards de la Chine, hein. Donc c'est les plus fortes réserves au monde. Donc eux qu'est-ce qu'ils font? C'est le principe d'IMPEC, c'est-à-dire que vous avez une cotation qui a été décidée en 1999, qui était $1 américain égale 7,79 dollars de Hong Kong, et en fait, et ils surveillent, c'est-à-dire qu'on va soit à 7,75, entre 7,75 et 7,85, il ne se passe rien. Et quand on arrive sur un plancher, le 7,75 ou la résistance, hein, 7,85, elle intervient agressivement. Donc là, on est en bas, hein, on est du côté bas. Donc en fait, mais mine de rien, c'est intéressant parce que vous avez du dollar de Hong Kong qui peuvent se traiter donc, chez certains courtiers, et le spread n'est pas si énorme, et si jamais on revient ne serait-ce qu'au milieu de la bande, vous pouvez gagner. Et de l'autre côté, en bas, le support, il est donné par une banque centrale qui est indirectement la plus grosse du monde. Avant qu'il lâche, je pense qu'il y aura d'autres banques centrales qui auront des problèmes, il y aura d'autres devises qui auront des problèmes. Hein, puisque, en fait, eux, Hong Kong, c'est pareil, hein, c'est la porte de sortie de la Chine vers le commerce extérieur. Donc c'est numéro 2 mondial, hein, la Chine. Donc en fait, si l'économie mondiale ralentit, le Hong Kong chinois, le dollar de Hong Kong va baisser, ça veut dire la parité dollar HKD va monter. Et actuellement, c'est l'inverse, elle est en bas. Donc si jamais on avait une crise, le dollar HKD devrait monter, aller au milieu, elle ferait un peu rien. Donc il y a des opportunités de trade. Donc je reviens sur mon livre. Oui, faudrait. Puisqu'il parle. Et donc, je vous disais, il est en rupture. Moi, j'en ai encore quelques-uns, vous pouvez passer me voir, hein, sur le stand d'à côté, à 180 € la pièce, hein, donc c'est des bêtises. Ce que je voulais dire, c'est que oui, je suis en train d'essayer de faire, je dis essayer parce que je traîne, c'est un boulot monstrueux de faire un livre. Hein. C'est plutôt la transcription d'une passion qu'un intérêt commercial, tout simplement. Je le mets à jour. Par contre, mon éditeur, vous savez, les gens sont sensibles au prix. Hein. Donc si je rajoute plein de pages, parce que c'est mon envie, il va faire 800 pages. Mon éditeur va monter le prix et plus personne ne va l'acheter. Donc en fait, je suis obligé, par exemple, d'enlever des paragraphes qui me semblent moins intéressants pour en mettre des plus intéressants. Donc en fait, la 3e édition sera quand même, je dirais, au moins à 50% différente. Hein. Donc je vous le dis au passage. Elle sortira quand? Pour l'instant, elle est à moitié dans ma tête et à moitié écrite. Hein. Donc, le problème, c'est, je ne peux pas vous le dire, j'ai mon éditeur qui me gueule dessus. Ça fait 1 an qu'il me gueule dessus. Hein. Voilà, c'est l'Extenso édition. Et il me gueule dessus parce que je traîne. Mais c'est vrai qu'il s'est bien vendu, mais c'était pas 500 exemplaires. Alors concrètement, ce que je fais comme des formations, et là évidemment il y a beaucoup plus de détails qu'un livre, hein, évidemment, parce que je ne vais pas former quelqu'un complètement pour 38 €, donc, et je ne vais pas former mes concurrents aussi. Hein, et donc dans les formations, ils ont aussi un manuel qui reprend plutôt là, les exemples de trade, un côté beaucoup plus pragmatique. Hein, et j'en fais régulièrement, mais j'accepte que 9 personnes. Hein. C'est fait exprès, on favorise les échanges. Et donc, il y a des gens qui reviennent, qui sont assez intéressés. Il y a des gens ici que je reconnais, des gens qui sont déjà venus. Juste une question peut-être plus personnelle. À titre personnel, peut-être des changements aussi sur les salles de marché, non, les tables de marché?
des sociétés? Oui, non, j'essaye de bouger. Disons que là, je gérais un book de 150 options en même temps. Hein, ça fait quand même, c'est pas une option à la fois, c'est 150. La stratégie change, donc elle devient moins dynamique, ça me plaît moins. Donc je dirais que mes compétences ne servent plus tout à fait autant qu'elles pouvaient. Bon, bah, c'est la vie des sociétés, ça bouge, ça baisse, ça monte. Donc là, je fais jouer mon réseau. Hein. J'ai un réseau énorme et j'essaye d'aller dans une banque, j'essaye d'aller soit dans un hedge fund, soit dans une banque. Toujours en mouvement, comme le marché. Mais je reste en salle. Toujours en salle, mais peut-être une autre boîte. C'est le mouvement. Et Alexandre, tu voulais dire aussi quelque chose sur le yuan? Oui, effectivement, au niveau des devises asiatiques, toutes les devises asiatiques, pour ceux qui souhaitent les traiter, chez Saxo Bank aussi, on peut les traiter bien entendu. Au-delà de cette parenthèse, c'est surtout au niveau de la liquidité qu'il faut faire attention. On a vu notamment ce qui se passe, même si je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment, c'est surtout la mise en garde par rapport au trading, notamment sur les devises derrière lesquelles il y a des banques centrales qui interviennent. C'est le cas du franc suisse très récemment. Quand la Banque nationale suisse a essayé de remonter le seuil des 1,20 par rapport à l'euro, ceux qui étaient short à 1,10, d'une seconde à l'autre quasiment, se retrouvaient à 1,20, donc avec les pertes qui sont allées avec. Donc c'est toujours très délicat de traiter sur des paires de devises derrière lesquelles il y a des banques centrales qui fixent des niveaux, donc des seuils ou des planchers. Pour ceux qui débutent sur le marché d'échange, mieux vaut préférer traiter sur des devises très liquides, euros, dollars, livres sterling, yens également, donc ce qu'on appelle les devises majeures, derrière lesquelles il y a une grosse liquidité, surtout sur lesquelles les spreads sont très faibles. Votre coût finalement, en tant qu'intervenant dans le marché, c'est le spread. C'est là-dessus qu'on se rémunère évidemment, donc plus le spread est faible, mieux c'est pour vous, moins bien c'est pour nous. Et quand vous démarrez, je vous conseille vivement de démarrer sur les devises les plus traitées, et surtout sur lesquelles il y a de l'actualité, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut des nouvelles, il faut des annonces économiques qui font réagir le marché, et sur les devises majeures, ça n'en manque pas. Alors, on va continuer. Alors là, maintenant, on connaît les livres, donc vous pouvez les acheter auprès des librairies Roll derrière, les faire dédicacer immédiatement, ou auprès de Philippe, qui en a encore quelques-uns en réserve sous le manteau. C'est comme les produits très rares. Et alors, on va passer peut-être un peu au débat. Donc, il nous reste un quart d'heure pour traiter du débat, qui était vraiment quand même le fond de cette réunion. Quel est le meilleur profil pour réussir sur le marché du Forex ? À qui est adapté le Forex? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pépère? Est-ce que c'est actif? Est-ce que c'est violent? Alors, on va commencer, puisque tu as eu la main juste avant, on va commencer par Benoît, de dire un peu ce qu'il pense, à qui s'adresse le Forex. Est-ce qu'il ne pourrait pas préférable de faire des actions, ou est-ce que c'est mieux le Forex? Qu'est-ce qui te semble le plus utile, le plus intéressant? En fait, c'est différent parce que le Forex, c'est un marché complémentaire pour moi par rapport au marché des actions. Typiquement, le marché des actions, évidemment, on peut faire de l'intraday, évidemment, on peut scalper les actions, évidemment, on peut faire aussi des choses assez dynamiques sur les actions. Mais le Forex, c'est dans sa nature d'être dynamique. Sur le Forex, vous n'êtes pas investisseur, vous êtes spéculateur. Un effet de levier de 200 contre 1, c'est classique sur le Forex. Tout de suite, ça pose un petit peu le décor. Et c'est un effet de levier qui se comprend, parce qu'en fait, les taux de variation, les amplitudes journalières sur le Forex sont beaucoup plus faibles que sur les actions. Sur les actions, sur les indices, on parle de gagner 1, 2, 3%. Régulièrement, tous les jours, ça monte de 1,5, ça redescend de 0,8, puis ça monte de 2, etc. Sur le Forex, si vous regardez, tous les jours, ça bouge de 0,4, 0,5%. Bref, ça bouge peu. Donc il faut un effet de levier pour augmenter un petit peu la dynamique. Finalement, le marché du Forex, dans l'absolu, est moins volatile que le marché des actions. D'accord ? Je sais que je vais à l'encontre des idées répandues. Malheureusement, ce sont des idées qui sont malheureusement répandues, puisqu'en quelque part, le marché des actions est plus volatile que le marché des devises. Hors exception, évidemment. Et donc, sur le Forex, pour compenser, on a cet effet de levier. L'effet de levier, vous devez le gérer. Et donc, il faut avoir un esprit de spéculateur, évidemment, pour s'intéresser à ce marché. Vous ne devez pas être dans un esprit d'investisseur long terme. Vous devez avoir des horizons de temps, typiquement à la semaine, à 15 jours, éventuellement à un mois et demi, 2 mois, mais voilà, pas plus. Et en moyenne, ça sera à la semaine, voire en intraday, voire scalping. Donc, il faut déjà, par rapport à la question qui est quel profil, cet esprit spéculateur. Donc vous n'êtes pas là pour investir. D'ailleurs, les lots ou les mini-lots
ne vous sont pas acquis, ne vous sont que prêtés. Tandis qu'une action, vous allez être réglé, vous allez avoir les titres en votre possession, d'accord? Tandis que sur le Forex, si vous traitez un lot de 100 000 $, vous n'allez pas avoir 100 000 $. D'accord? Vous allez avoir sur votre compte éventuellement 1000, 2000, 3000, 10 000 $, et vous n'aurez pas les 100 000 $. Vous pouvez les avoir, c'est toujours bien, mais vous ne les aurez pas généralement. Et donc, on vous les prête. Et donc, c'est ça l'effet de marge, c'est ça l'effet de levier. C'est que vous êtes dans un esprit de spéculation. Et donc, pour vraiment répondre à la question, si vous n'avez pas cet esprit, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, le Forex ne vous convient pas. Maintenant, on devient très vite à l'aise avec ça, puisque finalement, sur les actions, c'est ce que l'on souhaite faire implicitement. Mais finalement, on se rend compte que c'est ce que généralement on ne fait pas. Alors que sur le Forex, vous n'êtes pas investisseur en devises, vous êtes spéculateur sur les devises, et c'est ce que explicitement vous auriez voulu faire implicitement sur les actions. Voilà. Donc je vous invite à venir sur le Forex. Alors évidemment, petit aparté, si vous avez un patrimoine à investir de 50 000 sur les marchés, ne venez pas forcément avec vos 50 000. Mettez 40 000 sur les actions, d'accord? Et vous mettez 10 000 sur un compte Forex. Et avant de mettre 10 000 sur un compte Forex, vous ouvrez un mini-compte, un mini-lot avec des mini-lots, et vous vous faites la main avec 500 $, 1000 $, 2000 $. Le prix pour apprendre. Parce qu'en fait, si vous n'avez jamais traité le Forex, vous mettez 1000 €, 1000 $ en fait sur un compte, vous allez, si vous n'avez jamais fait de Forex, vous allez les perdre. Et dites-vous que c'est le prix à payer pour apprendre. C'est le prix à payer pour apprendre. Alors évidemment, on peut lire les livres, on peut faire les formations. Moi, c'est ce que je vous invite à faire. Une formation, c'est beaucoup moins cher finalement que toutes les pertes que vous pourriez avoir. Mais d'un autre côté, ça va vous faire gagner du temps. Voilà. Donc, je vous invite à y aller petit à petit sur le Forex, à y aller à votre rythme, à y aller avec cet esprit de spéculateur, avec cet esprit où vous êtes à l'aise avec finalement tous les mécanismes, ça, il y a les livres pour ça, mais aussi psychologiquement, être à l'aise avec cet esprit de je n'ai pas 100 000 $, mais je vais faire bouger sur le marché 100 000 $. Et ça va me faire varier mon capital, en tout cas sur mon compte Forex, de temps. Et ça, c'est le money management, c'est un autre sujet qu'il faut... On peut parler de la rigueur, on peut parler de beaucoup de choses, mais déjà psychologiquement, il faut être prêt à être spéculateur dans cet esprit-là, d'accord? Et en complément, évidemment, du marché des actions ou du marché des futurs ou des commodities que vous pratiquez peut-être par ailleurs. Alors Philippe, qu'en penses-tu? Quel est le meilleur profil pour faire du Forex? Est-ce que le Forex est ouvert à tout le monde? Ou est-ce que tu es d'accord avec Benoît? C'est quand même principalement réservé aux traders, aux spéculateurs, aux gens qui veulent faire de l'effet de levier très rapidement. Est-ce qu'on peut faire du Forex autrement? Et est-ce que ça ne s'ouvre pas à tout le monde? Alors, je rejoins Benoît sur le fait que le marché, on le voit dans les volatilités sur les options, hein, options sur le CAC ou options sur l'eurodoll. La volatilité en moyenne sur l'eurodoll, elle est 2 à 3 fois plus faible. Hein. Donc en fait, le marché Forex est moins volatile. En fait, si vous mettez le même levier, hein, puisque je vois avec le SRD, vous pouvez faire du 5 par exemple, bah, si vous mettez un levier de 5 sur l'eurodoll, vous aurez donc 2 à 3 fois moins de variation. Donc en fait, ce qui a rendu la perception auprès des gens du Forex d'un marché dangereux, c'est le fait qu'ils utilisent le levier. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de courtiers qui vous mettent des leviers maxi de 500, voire 1000 en Russie, j'ai vu ça. Donc c'est sûr, le gars il fait un trade qui est malheureux et puis en fait en l'espace de 5 ou 10 pips avec un levier de 1000, il n'y a plus rien dans le compte. Donc c'est comme une Ferrari, hein, c'est pas parce que vous avez une Ferrari que vous êtes obligé d'accélérer à fond dès le départ, quoi. Je dirais vous avez une Ferrari entre les mains, allez-y doucement, donc c'est le levier, hein. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, ce qui compte c'est pas le levier maxi qui vous autorise, le courtier, c'est le levier entre ce que vous avez déposé et la position que vous avez ouverte. Si vous ouvrez une position de 100 000 €, vous avez 10 000 € dans votre compte, vous avez un levier de 10. Le levier de 10, ça veut dire que l'eurodoll monte de 1%, hein, 1% c'est 1%, donc vous avez 10% de gain, ou à l'inverse, si vous étiez dans le mauvais sens, vous avez 10% de perte. Hein. Donc il faut vraiment prendre conscience des effets dévastateurs du levier, surtout si vous n'avez pas mis de stop. Hein. Donc plus vous mettez du levier, plus il faut être rigoureux, mettre un stop dès que vous ouvrez une position. Donc en fait, c'est un marché qui n'est pas plus dangereux. En fait, il paraît bizarre, au début on ne comprend pas, une action, une société, on la connaît, ça paraît simple, hein, ça paraît plus facile.
Sauf que, en fait, là, moi j'ai commencé sur le CAC Futur, je me suis rendu compte qu'une action, quand il y avait une info sur la société, vous êtes toujours le dernier averti. Donc elle monte, elle baisse, c'est trop tard. Hein. Vous aviez acheté, il y a une mauvaise nouvelle, pouf, elle baisse de 5%, voire 10% de ce coup. Malheureusement, vous aviez votre stop là et vous êtes mort. Le Forex, il y a une recommandation, je dirais, par exemple même sur les actions d'une banque, allégée, surperformée, etc. Vous la subissez comme tout le monde en temps réel et vous ne pouvez rien faire souvent. Alors que le Forex, je prends des grosses banques, Goldman, JP, Morgan, qui font des recommandations sur l'eurodoll, ils vous font 20 pips, 30 pips. Et vous, à la hausse, à la baisse, vous, 20-30 pips, si votre stop il était un petit peu plus loin, vous êtes vivant. Pourquoi? C'est un marché beaucoup plus liquide. Donc la liquidité va jouer en votre faveur, même si vous ne traitez que